le long de cette soirée. C'est ce qu'on espère vous présenter le long de cette soirée avec une première présentation qui sera faite par M. Witt. Alors M. Witt qui est ici présent, en plus d'être adjoint à la mairie de Saint-Cars, il est vice-président à l'agglo de Dinan et il est en charge de la compétence déchets sur l'agglo. Il va nous aider effectivement à nous mettre en mémoire ce problème de l'ensemble des déchets, ce que ça représente. Et je l'espère pour tous, la conviction qu'il faudra comprendre que si on n'arrive pas à faire des économies d'une manière ou d'une autre, et à commencer sur les quantités, ben effectivement on risque d'avoir des soucis dans le temps. Madame Laura Hervé est aussi présente, elle travaille au niveau de l'agglo, elle s'occupe effectivement en ce moment d'un défi zéro déchet que l'agglo a lancé sur l'ensemble du territoire. Et à Saint-Jacques, on est quelques-uns à travers l'association à avoir répondu effectivement à cette question du défi. Et on est dans la phase du milieu, celle qui permet à tout un chacun de pouvoir assister à des compléments d'information par rapport à des questions qui se tournent autour de la gestion de ce défi zéro déchet. Jean-Luc est avec nous. Jean-Luc Pitois, le maire de la ville, pour répondre effectivement aux différentes questions que nous aurons à nous poser. Lionel, qui est le président, qui est un des coprésidents de l'association avec Véronique qui est présent, va nous rejoindre un peu plus tard puisqu'il est en ce moment même à une autre formation sur le fonctionnement des associatifs. Donc, bien, on va donc commencer la présentation. Merci Gérard. Merci à Jean-Luc de nous accueillir sur la commune. Merci à votre association pour l'organisation de cette soirée. Je vais essayer d'être assez rapide avec Laura pour faire une présentation généraliste de la compétence déchets de Dinan Agglomération. Laura interviendra effectivement sur le projet Zéro Déchet. Au niveau du timing, si on pouvait essayer de rester sur un créneau d'1h30, je vais essayer de faire une présentation généraliste du sujet déchets. Laura interviendra sur la partie défi Zéro Déchet, et puis ensuite on se livrera au jeu habituel des questions-réponses, de manière à essayer de vous éclairer sur ce sujet qui, au demeurant, reste très complet. Donc le service réduction et collecte des déchets, qui est celui en fait de Dinan Agglomération, qui dispose de cette compétence, comme l'ensemble de ce qu'on appelle les EPCI, qui sont des établissements publics de coopération intercommunale. On voit là sur ces trois graphiques, sur la partie gauche, la partie prévention concerne l'ensemble du territoire. Par contre, sur la partie médiane, centre-ouest, et qui concerne en fait l'ex-secteur de Côle et qui est traité en fait par un autre syndicat. Et puis sur la partie droite, traitement, on voit effectivement selon les couleurs, sur la partie en haut, en jaune, qui est l'ex-secteur de Matignon, la partie traitement est de la compétence du syndicat qui s'appelle Kerval, qui est sur la partie ouest. La partie centrale en rose, donc c'est de la compétence de ce qu'on appelle le syndicat mixte des pays de la Rance et de la paix, le SMPRB. Et puis sur la partie sud, en matière de traitement, c'est du ressort également du SMICTOM centre-ouest. Qu'est-ce que c'est que la prévention? Dinan Agglomération a mis en place en 2021 un plan de prévention qui s'appelle un plan local de prévention des déchets ménagers et assimilés, qui est en fait une forme de déclinaison d'un plan régional de prévention. La prévention, elle est faite, comme c'est assez bien résumé sur le graphique, c'est-à-dire la prévention, elle s'applique de manière à éviter de sortir des déchets. Donc c'est toute la partie préparation pour la réutilisation. Ça fait également partie du recyclage. C'est de la récupération d'énergie.
Et puis en dernier lieu, c'est de l'élimination de déchets en décharge ou différents types de traitements. La prévention se traduit par un certain nombre d'actions, c'est refuser tous les produits à usage unique, c'est la réduction de biens de consommation, c'est la réutilisation de tout ce qui peut avoir une deuxième vie, c'est recycler tout ce qui peut l'être, et c'est composter en fait les déchets organiques, et ça on va en reparler. La prévention des déchets pour dîner en agglomération, c'est changer le comportement de l'usager. L'usager, c'est chacun d'entre nous, en tant que personne, en tant que ménage. Ça se traduit par l'appréhension et faire adopter aux usagers les gestes quotidiens qui permettent de réduire les déchets. Et ça se traduit aussi en matière de communication, de formation, d'accompagnement, d'exemplarité. Et c'est vrai que le service déchets, et qui est représenté notamment par Laura ce soir avec nous, c'est toute la partie prévention auprès des organismes, auprès des communes, auprès d'associations, etc., de manière à accompagner ce plan de prévention. La prévention des déchets dans son plan local de prévention se décline au travers de 6 items. Je vais y passer assez rapidement, sans trop rentrer dans le détail. C'est réduire les quantités de biodéchets, ça on va en parler. C'est être exemplaire, et je prendrai un exemple. C'est fédérer autour de la prévention tout ce qui peut le faire, développer le réemploi, la réutilisation et la réparation. C'est effectivement la réparation et le réemploi. C'est engager les acteurs économiques dans la prévention. Et puis enfin, c'est un service de collecte et de valorisation des déchets en faveur de la prévention. Simplement, au niveau de l'exemplarité, je vais vous donner un exemple de ce qui a été délibéré au niveau de Dinan Agglomération, un exemple sur les déchets verts. On va voir dans les quantités produites de déchets qu'on trouve en déchetterie, des quantités très importantes de déchets verts, et on disait, si les collectivités, les communes, les communautés de communes veulent donner le ton en matière de réduction des déchets, encore faut-il que les élus soient exemplaires. Délibération a été prise pour que, à partir de 2023, les services techniques des communes n'aillent plus en déchetterie pour déposer des déchets verts. C'est-à-dire qu'on voulait quelque part se rendre compte de ce que ça nécessite comme modification de pratique. Et aujourd'hui, les services techniques des communes, ils gèrent les déchets verts de manière différente, en faisant du broyat, en faisant notamment pour toutes les pontes de pelouse, c'est du mulching, c'est des sèches, c'est plein de choses. Et on se rend compte que même si ça prend un petit peu de temps, à condition de s'en donner les moyens, on peut y arriver. On est d'accord ? On voit que le plan local de prévention qui s'étale entre 2022 et 2027, c'est une diminution de 25% en quantité, et notamment sur les déchets végétaux, c'est à peu près 20% en 2030 par rapport à 2016. Mais la marge de progrès reste significative, et c'est des vrais challenges. L'organisation globale du service de collecte pour Dinan Agglomération, c'est quoi ? On le voit sur cette représentation graphique, c'est des bennes d'ordures ménagères. Ce sont également des camions grues qui interviennent sur des containers de tri sélectif, et les mêmes véhicules qui collectent en fait des déchets. Ensuite, ça part en traitement avec les syndicats, et on voit sur la partie de droite, c'est également, et c'est important, permettre à la gestion des déchetteries. Sur le territoire de Dinan Agglomération, il y a 8 déchetteries. Pour ce qui vous concerne, vous, sur la commune, j'imagine que les déchetteries les plus utilisées sont soit celles de Plénin-Trigavou, soit celles de Plancoët. Voilà. Mais l'accès aux déchetteries que vous souhaitez, à partir du moment où vous disposez d'une carte, vous pouvez aller où vous voulez. L'organisation globale du service, je passe assez rapidement, c'est pour les ordures ménagères, mais pour ce qui vous concerne, c'est de la collecte en porte-à-porte, et pour ce qui concerne le tri des matières recyclables, c'est en ce qu'on appelle en point d'apport volontaire. Un des points qui est très dimensionnant sur la partie gestion des déchets, c'est que deviennent les déchets lorsqu'ils ont fait l'objet d'une collecte, soit pour ce qui concerne les ordures ménagères résiduelles,
soit pour ce qui concerne les matières recyclables, soit ce qui se situe notamment au niveau des déchetteries. Sur les différentes représentations graphiques ou termes de photos, on voit notamment sur la partie en haut à gauche une usine de tri des matières recyclables. Il y en a une qui est sur le syndicat Kerval, donc sur notre ouest, sur la commune de Ploufragan, sur la zone d'activité des Châtelets, et qui permet effectivement de traiter l'ensemble des matières recyclables. C'est une usine dans laquelle vous avez plein de tapis roulants, plein de capteurs, et tout ce qui arrive fait l'objet de tri, de papier, de carton, etc. Et qui permet effectivement, au final, de sortir des balles de matière qui ensuite font l'objet d'un recyclage. Sur la partie de photo qui est au centre, en bas, c'est une usine d'incinération qui incinère en fait l'ensemble de nos ordures ménagères résiduelles. Et puis sur la partie qui est en bas à droite, c'est ce qu'on appelle en fait un site d'enfouissement et qui permet d'enfouir les déchets. Aujourd'hui, l'enfouissement fait encore partie des choses acceptables, en sachant également une chose, c'est que le plan régional de prévention a mis pour objectif auprès des collectivités qu'en 2030, il n'y ait plus d'enfouissement. Pour des raisons environnementales que vous pouvez comprendre, c'est-à-dire que si l'enfouissement n'est plus acceptable en termes de traitement, il faut néanmoins que les déchets trouvent une destination, ce qui est également un très beau challenge. Quelques données concernant les flux, les tonnages, pour ce qui concerne Dinan Agglomération, qui sont des données de l'année 2022, peut-être deux ou trois chiffres à retenir. En tout cas, pour ce qui concerne les ordures ménagères résiduelles, c'est 23 000 tonnes par an. Et pour ce qui concerne les matières recyclables, qui sont des emballages ménagers recyclables, papier, journaux, magazines, c'est à peu près 4 550 tonnes, et le verre, 5 783 tonnes. Si on prend le cumul des deux, emballages et verres, qui sont des matières recyclables, on est à un peu plus de 10 000 tonnes. En sachant une chose, c'est que pour la collecte du verre, et ça je pense que vous le maîtrisez au quotidien, c'est dans des containers spécifiques, ça n'est en principe pas mélangé avec d'autres matières recyclables, en tout cas pas mélangé avec les emballages ménagers. Une représentation graphique en fait de ces flux et tonnages, toujours sur des données 2022, sur la partie de Camembert qui est sur la partie gauche, les 61%, c'est en fait un peu plus de 51 000 tonnes de matière qu'on trouve en déchetterie. Sur la partie grise, c'est nos 23 000 tonnes d'ordures ménagères résiduelles. Et puis sur les petits camemberts en haut, en jaune et en vert, c'est effectivement nos matières recyclables à hauteur d'à peu près 10 000 tonnes. Et si on regarde maintenant en termes de pourcentage, notamment dans les déchetteries, sur le graphe qui est à droite, dans nos déchetteries, en fait, on a majoritairement deux flux importants. Ce sont les végétaux en vert qui sont indiqués à hauteur d'un peu plus de 21 000 tonnes, ce qui représente 41% des tonnages de déchetterie. Et puis l'autre partie, en fait, des flux importants, à hauteur d'un peu plus de 15 000 tonnes, donc à hauteur de 30% des matières en déchetterie, c'est tout ce qui est gravat de classe 3, qui font l'objet en principe de stockage en enfouissement. C'est une représentation graphique de l'évolution des tonnages depuis 2010 jusqu'à 2022, et on voit notamment sur les chiffres qui sont en haut des graphes l'évolution de tous les tonnages confondus. En 2010, nous étions à 711 kg par habitant et par an, et en 2022, on est à 812. En 2021, on était à 866. Ça veut dire une chose, c'est que les quantités globales de déchets augmentent dans le temps. Vous me poserez très naturellement la question pourquoi ça continue à augmenter. Reconnaissons aussi une chose, parce que là, c'est vraiment des tonnages de Dinan Agglomération. Ce n'est pas le tonnage d'une commune, hein, c'est du global. Aujourd'hui, sur la partie démographique, Dinan Agglomération, en tout cas tout le secteur, comme d'autres secteurs, je prendrai par exemple le secteur de Saint-Malo Agglomération, l'augmentation démographique est assez significative,
Et plus vous avez effectivement de population, effectivement, plus on a de déchets. Voilà. Quelques éléments également de données techniques en termes de comparaison notamment par rapport au ratio. On voit que sur la partie recyclable d'inter-agglomération et sur à peu près 43 kg par habitant et par an, la moyenne Bretagne est à 59. Ça veut dire qu'on est en matière recyclable en dessous de la moyenne Bretagne. La Bretagne fait partie des régions où la gestion des déchets est plutôt bonne quand on compare avec d'autres régions. Mais ça veut dire une chose, c'est qu'en matière de quantité de matière recyclable sur 10 ans d'agglomération, on n'est pas bon. Ça veut dire que si on doit augmenter un ratio, c'est effectivement le ratio des matières recyclables. Pourquoi ? Très probablement parce qu'on va retrouver une quantité significative de matières recyclables dans les sacs ordures ménagères. Si je prends les ratios ordures ménagères résiduelles avec les quantités à hauteur de 220 kg par habitant et par an en 2022, et qu'on fait une comparaison par rapport à la moyenne Bretagne qui est à 196, on voit effectivement qu'on est sur un ratio qui est important, trop important, de 12%. Et ça veut dire une chose, c'est qu'il va falloir vider nos sacs ordures ménagères. Pour ce qui concerne les déchetteries, j'insiste pas trop dans la mesure où tout ce qui se trouve en déchetterie fonctionne bien, mais c'est vrai que tout ce qui se trouve en déchetterie et fait l'objet d'une valorisation, en tout cas par le biais du syndicat, ça fait aussi partie des choses qui nous coûtent très cher. Et quand je dis nous, c'est du collectif. 812 kg par habitant et par an, en regardant en Bretagne, sur 693, j'arrondis à 700, on est quand même à plus de 100 kg d'excédent. Voilà, je ne veux pas aller plus loin pour vous embêter sur les chiffres, mais c'est peut-être des choses qui restent à apprécier. Une donnée qui est vraiment importante, qu'il faut bien comprendre, sur la structure des dépenses, que coûtent nos déchets. Si on regarde en termes de pourcentage, sur 100%, vous avez 55% de coûts de traitement. Donc c'est vraiment de traitement, c'est toute la partie industrielle des syndicats. La collecte, qui est une compétence d'agglomération, qui assure la collecte, c'est à peu près un tiers, 34%. Et ensuite, les 10% restants, c'est des coûts de structure, de charges transversales, structure, communication, prévention, et puis de pré-collecte, qui est en fait le renouvellement des contenants. Mais les deux chiffres qui sont vraiment significatifs, c'est le traitement, il coûte plus de la moitié. Et puis la partie collecte, c'est à peu près un tiers. Sur la structure des recettes, pareil, sur 100%, c'est des soutiens à hauteur de 55% avec des structures de type éco-organisme. La vente de matériaux, c'est 40%, c'est-à-dire c'est tout ce qui revient en fait des collectivités par le biais des syndicats de vente de matières et de retour en termes de valorisation, avec peut-être, en étant prudent, c'est qu'aujourd'hui la volatilité des prix, que ce soit au niveau national, européen ou mondial, la volatilité des prix est vraiment très importante, et d'une année sur l'autre, on voit que les ventes de matériaux sont sur des écarts considérables. Il y a des années où le prix du carton représente de vraies rentrées matières, de la même manière que toute la partie ferraille et acier, et d'une année sur l'autre, il n'y a aucune garantie. Peut-être sur un résumé de la refonte de la politique déchets avec 3 grands axes qui sont développés aujourd'hui par Dinant Agglomération, c'est quel service de collecte, quel schéma de gestion des déchets alimentaires, à qui va-t-on rendre le service, c'est-à-dire les ménages prioritairement parce que c'est le métier de Dinant Agglomération, mais également quid des déchets des professionnels. Et puis un des points, c'est également quel mode de financement, incitatif ou pas incitatif. 2 mots sur le financement aujourd'hui ou la fiscalité autour des déchets. Quasiment tout le territoire de Dinant Agglomération, hormis le secteur de Caules, c'est une fiscalité qui est adossée à la taxe foncière, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et donc nous payons chacun pour ce qui nous concerne
en fait un montant de TOM en fonction de notre taxe foncière. Et sans être outrancier, je dirais qu'il y a autant de valeur de TOM qu'il y a de ménages. Voilà. Mais la justification en fait de cette fiscalité n'est pas forcément extrêmement bien fondée. On sait qu'il existe aujourd'hui d'autres types de fiscalité sur la gestion des ordures ménagères, qui peut être une redevance incitative. La redevance incitative étant en fait une forme de fiscalité sur ce que l'on apporte réellement en termes de déchets, c'est-à-dire notamment à quel rythme on met en place nos déchets en termes de collecte. Ça fera probablement partie des questions, mais je ne vais pas plus avant à ce stade. Ce qui a été retenu en matière de schéma de collecte à l'occasion d'un conseil communautaire en mai 2023, avec 3 points. La simplification du règle de tri, et c'est en cours de mise en place au niveau des communes. Jusqu'à présent, sur le tri sélectif, vous avez un conteneur pour le verre, vous avez un conteneur pour les papiers journaux, et vous avez un conteneur pour les emballages en général. La simplification fait que si on garde un conteneur pour les verres, ça ne va pas changer. Par contre, pour tout ce qui concerne les matières recyclables, papier et emballage, on met tout dans le même conteneur. C'est le système industriel qui fait le tri. Pour Dinan Agglomération, c'est une simplification de la collecte, dans la mesure où on diminue le nombre de conteneurs, et en termes de logistique, c'est beaucoup plus simple. Mais le mélange que vous faites, ou que nous faisons dans ces conteneurs, c'est la machine ensuite qui trie au niveau industriel. Une modification qui arrivera à terme, je dis bien à terme, c'est la fréquence de collecte des ordures ménagères au bac individuel en porte-à-porte. Aujourd'hui, on est sur un rythme hebdomadaire. À terme, on arrivera à une collecte tous les 15 jours. Le constat est très simple, c'est qu'aujourd'hui, dans les éléments qui font l'objet d'une comptabilité par le service collecte, les containers sont à moitié vides ou à moitié pleins, vous le prenez comme vous voulez, mais c'est vrai que pour l'ensemble des ménages, la collecte pourrait se justifier une fois tous les 15 jours, dans la mesure où on ramasse, le service de collecte ramasse majoritairement des containers qui sont à moitié vides. Et puis le troisième point, c'est le recours en priorité à une solution de compostage individuel et collectif pour répondre à la nouvelle réglementation sur le tri à la source des biodéchets, en rappelant qu'à partir du 1er janvier 2024, les collectivités qui ont la compétence collecte doivent être en capacité de mettre à disposition des ménages un moyen de tri à la source des biodéchets. Et Dinan Agglomération a fait le choix du compostage de proximité, c'est-à-dire le compostage des ménages de fond de jardin. Pour ce qui concerne les communes ou les zones urbaines denses, le choix a été fait de travailler sur du compostage collectif, c'est-à-dire de la même manière, mais avec une animation qui sera assurée par des gens compétents, de manière à aider effectivement les collectivités et les communes en zone urbaine à ce que le compostage collectif fonctionne dans les meilleures conditions possibles. Je voudrais terminer sur cette représentation graphique, le tri à la source des biodéchets, avec une représentation finalement d'une poubelle qui est notre poubelle. En tout cas, elle n'a pas de nom par définition, mais c'est la mienne, c'est la vôtre. Que se passe-t-il sur une poubelle individuelle? On remarque que sur une poubelle individuelle de ménage, statistiquement, il y a à peu près un tiers des ordures ménagères qui sont des matières fermentescibles. C'est ce tiers de matières fermentescibles que l'on souhaite voir composter, de manière à diminuer, de manière à dégraisser quelque part nos poubelles individuelles. Et puis toutes les strates de matière que vous voyez ici, eh ben, on va retrouver en fait des matières recyclables. On va retrouver du verre, on va retrouver du papier, on va retrouver des canettes de bière, plein de choses qui aujourd'hui ça veut dire que si effectivement l'effort est fait
de recycler tout ce qui peut l'être par rapport aux 100% de notre poubelle individuelle. Si on enlève un tiers de matière fermentescible et à peu près un tiers de matière recyclable, je vous laisse faire le calcul de notre marge de progrès. Voilà ce que je voulais dire très très rapidement sur le mode de fonctionnement je dirais de la compétence de Dinan Agglomération sur le service déchets. Et puis je vais laisser la parole à Laura sur ce qui est en cours auprès d'un certain nombre de communes, dont la vôtre, sur le défi zéro déchet, qui fait vraiment partie du sujet, dans la mesure où on voit bien que la représentation graphique qui est ici, c'est vraiment la représentation graphique de ce défi zéro déchet qui nous concerne tous en tant que ménage. Laura. Juste avant que la présentation vous soit délivrée par Laura, j'ai donné en fait des flyers qui ont été réalisés par le SNPRB et qui résument, je ne sais pas si tu en restes un exemplaire, qui résument ce que deviennent nos déchets. C'est un flyer qui a été réalisé par le syndicat mixte des Pays de la Rance et de la Baie et qui résume comment sont traités les déchets. Et on voit effectivement tout le cycle des déchets qui vient d'être résumé. Je vous en laisse prendre connaissance. Il doit en rester sur la table d'entrée. Bonjour à tous, moi c'est Laura Hervé, je suis responsable de la prévention et de la sensibilisation à Dinan Agglomération. Et donc je vais vous parler entre autres du défi zéro déchet, mais aussi de toutes les actions zéro déchet qui sont menées par Dinan Agglomération. Je vais passer rapidement là-dessus. Du coup, le PowerPoint ne marche pas très bien, donc vous avez déjà la réponse. Normalement, il y a une petite animation, mais voilà. Donc c'était juste pour vous resituer les chiffres de la production de déchets au niveau de Dinan Agglomération. Donc, la petite question c'était est-ce que c'est plus ou moins que 720 kg de déchets par habitant par an? Et bien c'est plus 812 kg par habitant par an, soit 2,2 kg de déchets par jour. Voilà, donc certains produisent plus, certains produisent moins, mais c'est une moyenne qui est assez haute. Et il y a des choses qui ont déjà été dites par M. Witt aussi, peut-être présentées un petit peu différemment, mais voilà, en fait, là, c'est un graphique qui vous résume comment sont répartis les déchets produits parmi les 812 kilos. Donc en grande partie, c'est des déchets qui sont en déchetterie, donc 61%. Donc ça représente 494 kilos par habitant, avec beaucoup de déchets végétaux, mais aussi des encombrants, des déchets dangereux, etc. Donc en déchetterie, il y a différentes filières. Ça va être soit de l'incinération, soit de l'enfouissement, du compostage pour les déchets végétaux et du recyclage pour les cartons, par exemple, le bois, le mobilier, voilà, les différentes filières de recyclage. Ensuite, vous avez 27% d'ordures ménagères. Donc c'est votre bac gris, marron, vert, selon les endroits. Donc ça représente 220 kg par habitant et donc c'est incinéré à l'usine d'incinération qui est située à Tadin. Et ensuite il y a 12% de déchets recyclables donc, qui sont collectés soit dans les bacs jaunes, soit sacs jaunes ou pour l'apport volontaire. Donc ça représente 98 kg par habitant. Et là, donc, c'est recyclé, donc soit c'est envoyé au centre de tri de Ploufragan, soit au centre de tri du Reux à côté de Rennes.
Voilà, donc là c'est une petite illustration de ce que contient notre poubelle. Alors nous on n'a pas fait de caractérisation encore, mais ça va venir très prochainement. En fait, on va faire une étude prochainement sur Dinan Agglomération, voir ce que contiennent réellement nos poubelles. Donc on va analyser, on va prélever dans différents secteurs les poubelles et puis on va analyser qu'est-ce qu'elles contiennent exactement, combien de biodéchets, combien de déchets qui pourraient être recyclables, etc. Donc là, le graphique, c'est quelque chose qui est retrouvé au niveau national. Globalement, c'est ce qu'on retrouve en fait. On devrait avoir des résultats assez similaires à ceux qui sont présentés ici. Donc ce que l'on peut y voir, c'est qu'en fait, une grosse partie des déchets qui sont mis dans la poubelle ordures ménagères n'ont rien à y faire. En fait, 3/4 du contenu n'a rien à y faire. Donc on y retrouve encore 35% de papier et d'emballage qui devraient être envoyés au tri sélectif, 27% de déchets organiques qui peuvent être compostés, 5% de déchets qui bénéficient de filières dédiées, donc ça peut être des piles par exemple, des textiles, enfin voilà, toutes ces choses-là. Et 14% de textiles sanitaires, donc on doit bien mettre en poubelle ordures ménagères, mais qu'on pourrait quand même réduire. Et donc 19% de déchets autres, donc pots de terre, éléments fins, etc. Donc au final, on voit qu'il y a vraiment très peu de choses qui devraient rester dans la poubelle ordures ménagères. Donc le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés, il a un nom pas très sympa, mais, donc le PLPDMA, mais c'est un document qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2012 et qui fixe des objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures pour les atteindre pour 6 ans. Et donc il est à renouveler tous les 6 ans. Donc nous, il a été voté et donc il est mis en œuvre depuis 2022. Et on suit les objectifs qui sont au niveau du plan régional, donc le PRPGD, qui sont donc de réduire de 20% les déchets végétaux en 2030 par rapport à 2016, de trier à la source les biodéchets, donc c'est une obligation réglementaire au 1er janvier 2024, d'offrir une solution de réemploi aux habitants, et de réduire de 25% la quantité globale de déchets, donc les déchets ménagers et assimilés, en dehors des déchets végétaux, en 2030 par rapport à 2016. Donc appliqué à Dinan Agglomération, ça représente grosso modo, on a environ 800 kg par habitant, les ratios de 2020, et donc ça représenterait un objectif ciblé en 2030 de 600 kg par habitant, donc moins 200 kg. Donc la marche est assez haute à atteindre. Alors, donc ça c'est le programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés de Dinan Agglomération. Donc Monsieur Philippe vous l'a présenté tout à l'heure brièvement. Donc là, moi, ce que je vais faire lors de ce diaporama, c'est que je vais présenter directement chaque action, mais vraiment vous prenant des exemples de mise en œuvre de ce programme d'action selon les différents axes. Donc sur le premier axe, donc réduire les quantités de biodéchets, eh bien, comme celui que vous l'a dit, hein, la solution qui a été votée par le conseil communautaire, c'est de développer le compostage de proximité. Donc chose que l'on a déjà développée depuis un certain nombre d'années. On a déjà commencé à travailler sur le compostage de proximité. Donc on a notamment 79 sites de compostage en établissement qui sont installés. Donc c'est pour les écoles par exemple, pour des EHPAD, un camping municipal, une association, enfin voilà, les Restos du Cœur par exemple, ou les épiceries sociales, enfin c'est le type d'association que l'on peut équiper en composteur. Et on a aussi 29 sites de compostage partagés. Principalement sur la ville de Dinan et les communes qui sont plutôt urbaines. Et donc ces sites de compostage partagés sont gérés en prestation. On a en fait l'association Composte Tout qui intervient en cas d'un marché public et qui va assurer un suivi de ces sites et assurer la dynamique aussi auprès des habitants. Et donc par site de compostage, il y a un habitant au minimum référent qui va assurer le mélange du compost et puis remonter si jamais il y a des soucis.
Donc c'est une action qui fonctionne très bien et qu'on va davantage développer dans le cadre de la réglementation, puisque voilà, les communes plus urbaines vont être dotées davantage encore de cycles de compostage partagé. Et on a dans l'idée aussi de faire un site central par commune de compostage partagé pour permettre aux habitants qui n'ont pas forcément la possibilité, parce qu'ils n'ont pas de terrain, de composter. On sait qu'il y en a dans chaque commune, mais plus ou moins, il y a plus ou moins d'habitants qui sont concernés. Et il y a aussi la problématique parfois ça peut être les résidences secondaires, où on n'a pas forcément envie de gérer son composteur, des personnes qui n'ont pas forcément envie de composter chez elles aussi. Donc voilà, le compostage collectif peut permettre d'y répondre. Et on développera aussi le compostage individuel à partir de 2024, mais voilà, on communiquera prochainement sur ce sujet. Voilà, mais c'est une solution qui va être aussi développée pour répondre à la réglementation. Monsieur Witt en a parlé également, donc le travail qui a été fait sur les déchets végétaux des communes. En fait, voilà, les communes n'ont plus accès aux déchetteries pour leurs déchets végétaux depuis le 1er janvier 2023. Donc on ne les a pas laissés seuls du jour au lendemain. On les a accompagnés en fait, d'une part via des formations. Donc il y a eu une bonne dizaine de formations qui ont été organisées. Donc on a 117 participants aux formations, donc c'est des élus et puis les agents techniques. Et il y a également une aide qui a été proposée pour permettre aux communes d'acheter des équipements qui leur permettent de gérer autrement leurs déchets végétaux. Donc l'achat de broyeurs par exemple, la création de plateformes de compostage, la création de SH comme vous pouvez voir sur la photo. Donc ça c'est sur la commune de Plouer-sur-Ance. Je ne sais pas si vous connaissez les SH, mais c'est vrai que c'est un... Il y a d'autres noms, SH, mais oui c'est ça. Et c'est vrai que c'est un principe qui permet de gérer très facilement ces déchets végétaux et plusieurs communes l'ont adopté et de manière plus ou moins visible. Là on voit Plouer-sur-Ance par exemple, ils l'ont rendu vraiment très visible sur un lieu de passage des habitants et ça peut être très esthétique aussi. Voilà. Donc l'exemplarité de la collectivité. Donc au niveau des éco-gestes au travail, donc, les agents d'une agglomération sont de plus en plus sensibilisés sur ces thématiques. On a notamment depuis peu, ça a été mis en place en fait, il y a des cafés croissants sur les éco-gestes. Donc en fait, il y a des personnes qui interviennent notamment sur la réduction des déchets, mais aussi sur la consommation d'énergie, sur la consommation d'eau, voilà, les thématiques d'éco-gestes. Donc une fois par mois, il y a un café croissant sur les éco-gestes. Donc pour l'instant, ça fonctionne assez bien. Et c'est vrai qu'on est plus de 500 agents à Dinan Agglomération, donc c'est important d'être tous sensibles à ces thématiques. Et également, donc là c'est une petite diapositive pour vous montrer que c'est de plus en plus pris en compte dans toutes les politiques de Dinan Agglomération. Donc la réduction des déchets et l'économie circulaire et voilà, globalement le développement durable. Donc là quelques exemples. Vous voyez la salle de sport, c'est la salle Némé qui a été rénovée récemment. Donc la toiture a été entièrement changée et les panneaux étaient encore en bon état en fait. Donc on a proposé ces panneaux au réemploi, aux structures de l'économie sociale et solidaire et aux communes. Et donc il y a environ 3000 m² de toiture qui ont été réemployés dans ce cadre. On a aussi un exemple de réutilisation de poches à huîtres pour les chantiers de plantation de haies bocagères. Dans l'agglomération, on a une compétence pour planter les haies bocagères auprès des agriculteurs notamment. Et donc, plutôt que d'utiliser des poches neuves, il a été trouvé... voilà, on peut réutiliser des poches à huîtres qui sont tout à fait adaptées pour ces chantiers-là. Et enfin, de manière globale, donc, 80% des marchés publics de l'agglomération contiennent des clauses environnementales. Et à terme, l'objectif, c'est d'atteindre 100% des marchés publics qui ont des clauses environnementales. Donc il y a vraiment un gros travail qui est fait là-dessus en ce moment, avec notamment l'intégration dans la démarche SPASER, un autre terme, mais
voilà, c'est le schéma de promotion des achats socialement et écologiquement responsables, et donc qui implique tous les services en fait, de Dinan Agglomération. Après, il y a plein d'autres exemples, hein, notamment les crèches aussi qui sont engagées, par exemple tous les produits ménagers des crèches, les lessives, etc. sont fabriqués par les équipes. C'est pas de l'achat de produits, ils fabriquent leurs produits. Il y a un test qui va être fait sur les couches lavables. Voilà, il y a vraiment des réflexions dans les différents services. Donc le troisième axe, c'est fédérer autour de la prévention des déchets. Et donc c'est là que je vais pouvoir vous parler du défi zéro déchet. Donc on a lancé ce défi en 2023, c'est une première pour nous. Du coup, l'idée c'est d'accompagner les foyers sur 3 mois pour leur apprendre à réduire leurs déchets. Donc il y a une première phase qui vient de prendre fin, donc qui était du 23 octobre au 12 novembre, où les foyers ont pesé leurs déchets sans changer leurs habitudes. Ensuite, là on est dans la deuxième phase en fait, où les foyers apprennent à réduire leurs déchets. Donc il y a des ateliers pratiques, il y a des visites de sites, par exemple, il y a l'usine de valorisation énergétique, l'incinérateur qui est proposé en visite. On a aussi une usine de production de l'eau potable pour faire la promotion de l'eau du robinet plutôt que l'eau en bouteille qui produit des déchets, une visite d'une recyclerie, voilà ce type de visite, et puis des ateliers assez divers et variés, et puis aussi la possibilité de récupérer des outils pour réduire leurs déchets. Donc il y a notamment des foyers qui vont tester le compostage, qui ne faisaient pas de compostage jusqu'ici, et donc qui vont récupérer soit des composteurs en plastique que l'on avait à leur mettre à disposition, soit qui vont créer leur composteur en participant à un atelier fabrication de composteurs à partir de matériaux de récupération. Et il y a aussi des foyers qui testent les couches lavables. On a 4 foyers, si je ne dis pas de bêtises, qui testent les couches lavables, dont une assistante maternelle qui le teste dans le cadre de son activité professionnelle. Donc, dans l'agglomération, voilà, là on loue des kits de couches lavables auprès d'une personne qui fait ce métier. Et donc, la troisième phase qui aura lieu du 4 au 22 décembre, les foyers vont à nouveau peser leurs déchets pendant 3 semaines, mais là en appliquant les gestes de réduction des déchets. Donc on a 39 foyers qui sont engagés dans ce défi, dont plusieurs équipes, puisqu'il y avait la possibilité de s'engager en équipe. Donc il y a des équipes comme Saint-Jacques Environnement qui avait proposé une équipe, et il y a aussi des équipes qui se sont constituées, des personnes qui ne se connaissaient pas forcément, et puis lors de la première réunion de présentation, en fait, ils se sont regroupés. Et il y a une belle dynamique qui s'est créée autour de ça, et ils échangent très régulièrement sur ce qu'ils font, les résultats de leur pesée, etc. Donc, voilà. Donc c'est un premier test pour nous, on en tirera les conclusions et on verra si c'est à prolonger ou pas l'année prochaine. Il y a également tout un volet soutien aux initiatives du territoire. Donc il y a ce que le service déchets peut proposer. On a une petite enveloppe qui permet d'aider les associations sur la réduction des déchets. Voilà, donc tous les ans, on distribue cette aide à différentes associations. Mais il y a aussi différentes aides de l'agglomération qui permettent de financer des initiatives sur la réduction des déchets. On a une aide dédiée pour les entreprises qui s'appelle l'aide éco-transition. Voilà, donc c'est sur différentes thématiques, ça peut être sur la consommation d'énergie aussi, sur la consommation d'eau, mais il y a aussi des projets sur la réduction des déchets qui ont été financés. Il y a le fonds de concours pour les communes, j'en ai parlé tout à l'heure, le financement qu'il y a eu là sur le matériel, broyeur, plateforme de compostage, etc. Et il y a aussi un budget participatif qui avait été mis en place et qui a permis de dégager un budget assez important pour financer un projet de recyclerie à Bron, qui est porté par l'association Le Phare. Donc ils ont bénéficié d'une subvention de 46 000 €. Donc, pour lancer la structure. Alors le troisième axe, donc développer le réemploi, la réutilisation et la réparation. Donc un exemple concret de mise en œuvre, c'est les espaces réemploi qui ont été mis en place dans les déchetteries depuis plusieurs années maintenant. Donc on avait lancé un appel à manifestation d'intérêt pour
recruté les associations qui voulaient venir récupérer des objets réemployables dans nos déchetteries. Donc actuellement on a 5 associations conventionnées et on va renouveler la manifestation d'intérêt prochainement parce qu'on va arriver à la fin des 3 ans de convention avec ces structures et ça va nous permettre de développer davantage encore le réemploi dans les déchetteries parce que sur certaines ça tourne très bien et sur d'autres on a eu assez peu de porteurs de projets. Donc du coup voilà, le fait de relancer un appel à manifestation d'intérêt va nous permettre très probablement de trouver des nouveaux acteurs, parce qu'on a connaissance de nouveaux acteurs qui sont arrivés et qui sont intéressés pour venir collecter en déchetterie aussi. Mais, voilà, donc là c'est le gardien en fait qui est formé directement par l'association et qui va mettre de côté les objets qui sont réemployables quand ils arrivent en déchetterie. Donc typiquement comme structure, on peut avoir Emmaüs qui vient collecter, on a aussi l'association Fanforien qui a un magasin gratuit à Cludino. On a aussi des structures qui sont uniquement sur les vélos, comme Pignon sur Roue, donc sur le secteur d'Evran, et on a aussi les petits potes de Plévion qui vont collecter à la déchetterie de Matignon. Voilà, et la dernière structure, donc c'est le Fab Lab de la Volumerie qui est à Bordeaux. Engager les acteurs économiques dans la prévention. Donc le travail qui a été fait sur les déchets végétaux des communes a été entamé aussi auprès des professionnels, donc les professionnels du paysage, les paysagistes. Donc il y a eu un cycle de formation qui a été proposé. Donc 17 professionnels ont été formés, ont participé à ces différentes formations. Et voilà, on continue ce travail avec les professionnels du paysage qui sont très nombreux sur notre territoire. Il y a aussi donc, les biodéchets des professionnels. Voilà, eux aussi ils vont avoir obligation de trier leurs biodéchets, si ce n'est pas déjà le cas. Hein. Pour certains atteignent déjà les tonnages pour lesquels ils avaient obligation depuis parfois plusieurs années de trier leurs biodéchets. Donc, dans l'agglomération, ce qui a été décidé, c'est que nous n'allions pas venir collecter les professionnels, mais nous allions les accompagner, en fait, nous allons les accompagner pour trouver des filières qui existent déjà, en fait, hein, pour trier leurs biodéchets. Donc, ils peuvent faire du compostage comme tout le monde aussi, et il y a aussi des filières de prestataires de collecte qui existent. Et il y en a notamment une qui est assez vertueuse parce qu'elle se fait en vélo, donc avec les coursiers d'Inanais à Dinan. Et du coup, on les a accompagnés dans la création de cette filière, puisque déjà on avait fait une petite subvention au démarrage pour permettre aux entreprises de payer moins cher le tarif de collecte des biodéchets. Et puis on a aussi permis aux coursiers d'Inanais d'utiliser des sites de compostage collectif pour traiter les biodéchets collectés. Donc depuis, cette filière continue toujours de progresser. Voilà. Et donc sur le tourisme durable également, donc on a tout un travail régulier qui est fait avec l'Office de tourisme, l'Office de tourisme Dinan-Cap-Réel. Donc tous les professionnels de l'Office de tourisme ont été formés sur les éco-gestes et notamment sur la réduction des déchets, afin qu'ils puissent passer le bon message auprès de tous les hébergeurs touristiques. Et il y a aussi un travail qui est fait avec les campings, notamment sur le compostage. C'est aussi une thématique à développer auprès des campings. Et voilà, on travaille avec eux sur ces sujets-là. Et voilà, je termine. Est-ce que les coquillages sont considérés comme biodéchets? Ça fait partie des déchets, c'est sûr. Sur nos communes littorales, ça l'est probablement encore plus. Je pense notamment aux restaurateurs. Aujourd'hui, il n'existe pas de filière industrielle
de traitement des coquillages, que ce soit les moules, les huîtres, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans les ordures ménagères résiduelles qui vont en incinération, on a notamment des coquillages. L'agglomération a eu l'occasion de participer à un certain nombre de réunions qui étaient organisées sur le secteur je dirais, à cheval entre la Bretagne et la Normandie sur le sujet. Il y a des essais qui ont été faits, qui sont très encadrés, notamment pour des questions sanitaires. Ça veut dire que le traitement des coquillages aujourd'hui doit faire l'objet d'une neutralisation hygiénique qui par elle-même coûte cher. Voilà. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le traitement des déchets, s'il y a une dimension qui est particulièrement contraignante, c'est le coût. La valorisation des matières comme les coquillages, on sait que sur le plan industriel, ça donne la capacité en fait d'avoir des usages en termes de valorisation matière. Le défi est fait. Aujourd'hui, c'est comment c'est rentable de manière à ce que pour les collectivités, la gestion des coquillages devienne une ressource. Voilà. Je réponds un petit peu comme ça, mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait au point parce que ça reste compliqué de gestion en masse pour un système qui doit être rentable. Et pour le particulier, à partir du 1er janvier, est-ce que nous mettrons nos coquillages dans les composteurs qui vont nous être alloués? Je me risque à une réponse. Je pense que bon nombre d'entre vous gérez déjà vos biodéchets depuis des années parce que vous avez un composteur de fond de jardin. Donc c'est pas moi qui vais vous apprendre comment fonctionne un composteur. Le simple constat, c'est qu'un composteur dans lequel de temps en temps on tambouille de manière aérée, un composteur bien géré ne se remplit pas. En tout cas, il ne déborde pas. Et de temps en temps, on le vide de manière à... Voilà. Mais c'est vrai que la durée de fonctionnement d'un composteur fait qu'on peut mettre l'ensemble de ces matières fermentescibles toute l'année sans aucun risque, y compris du déchet vert. Par contre, pour ce qui concerne effectivement certaines matières, et je vais prendre notamment les matières carnées, certains déchets de poissons, de coquillages, aujourd'hui, ça fait partie je dirais, des difficultés. J'ai un composteur chez moi, je ne mets pas de matière carnée et je ne mets pas de coquillage. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans la poubelle ordure ménagère que je gère, ces matières vont partir en incinération. J'en profite quand même pour dire que tout ce qui part en incinération sur l'usine de valorisation énergétique qui est installée à Tadin, tout ce qui est incinéré, aujourd'hui c'est à peu près 100 000 tonnes, ça génère, notamment sur les déchets, un résidu qui sert de matériau de base pour notamment la partie voirie et qui est utilisé par des sociétés qui font des routes. Donc j'imagine qu'un certain nombre de matériaux tels que les déchets de coquillage, quand ils passent en incinération, on va le retrouver dans des matières qui ont été brûlées, mais qui constituent un socle de matériaux qui est réutilisé. C'est extrêmement coûteux. Pardon ? Extrêmement coûteux en énergie. Je voudrais apporter une contre-valeur. Aujourd'hui, une unité de valorisation énergétique, elle brûle les déchets, mais elle produit de l'électricité. Au prix de l'électricité aujourd'hui, je peux simplement affirmer une chose, c'est que les unités de valorisation énergétique qui sont performantes, au coût de l'électricité, c'est tout à fait rentable. Moi, je suis comme vous, j'ai un composteur de fond de jardin. J'ai un composteur de fond de jardin, je ne mets pas de choses carnées non plus dans mon composteur. Et le problème, j'ai fait l'expérience cet été avec la solution de ramassage tous les 15 jours. Ben, j'ai des vers et des odeurs absolument abominables dans ma poubelle au bout d'une semaine en été. Donc je ne vois pas comment on peut envisager un ramassage individuel tous les 15 jours. Pourquoi pas dire on ne fait plus de ramassage individuel, on fait qu'un ramassage collectif? Parce que je ne vois pas comment je vais pouvoir garder mes poubelles 15 jours. J'ai des vers et des odeurs. Il faut bien que je mette quelque part ma poubelle.
Donc passer à côté d'un jardin, c'est insoutenable. Donc le ramassage tous les 15 jours, je trouve ça sanitairement inquiétant. J'entends la remarque, elle ne manque pas de pertinence. Comme l'ensemble des questions qui sont posées autour des déchets, et elles sont tout à fait multiples, dans le plan de prévention des déchets qui a été évoqué notamment par Laura, on voit bien qu'aujourd'hui, la réduction des quantités d'ordures ménagères résiduelles est un véritable défi. Si on enlève tout ou partie des matières fermentescibles, et si on enlève tout ou partie des matières recyclables qui sont dans nos ordures ménagères résiduelles, on participera, je ne dis pas qu'on le subira, mais on participera à une réduction des quantités. Ceci dit, je comprends bien la problématique des ordures ménagères résiduelles en période estivale où il fait chaud. Ceci dit, la partie de logistique pour passer d'un cycle de ramassage hebdomadaire à une fois tous les 4 jours fait partie effectivement aujourd'hui du projet de refonte de la politique déchets. Oui, mais sanitairement, c'est inquiétant. Je veux bien compléter sur les parties déchets carnés. En fait, en compostage individuel, on peut tout à fait gérer des déchets carnés. Si. Je fais à titre personnel et pas J'ai essayé. En fait, J'ai des renards, j'ai des rats, j'ai des souris, j'ai tout un tas de bêtes que je tiens pas à l'idée dans mon jardin. en fait, du coup, c'est ce que l'on veut avec le compostage individuel aussi, c'est du coup avoir beaucoup cet aspect formation sur comment on gère un composteur. En fait, la plupart, est-ce que du coup, vous mélangez régulièrement? Je mélange régulièrement, j'ai un outil pour le faire. C'est toutes les semaines. Ben oui, je fais des D'accord, ok. Les renards, ils passent tous les jours. Ils passent déjà plus ou moins. Et on attire tout un tas de rongeurs et c'est absolument. Ok. Alors peut-être que oui, vous êtes dans un secteur peut-être compliqué, mais c'est vrai que dans Je suis comme tous mes voisins, je pense qu'on a tous vu des rongeurs. On a des renards, on a même certains des sangliers. D'autres, ça va être. oui, après les sangliers. Les roses qui passent aussi. Voilà. On est à la campagne, on ne va pas les arrêter, les animaux. Oui, ils ne vont pas tous dans les composteurs non plus. Voilà, j'ai envie de les inviter. Oui, mais voilà, en fait, alors, parfois ça peut être compliqué de gérer les déchets carnés, mais quand c'est à titre individuel, on peut plus facilement les gérer qu'à titre collectif, où là, il va y avoir beaucoup. Et même à titre collectif, certains arrivent à gérer, avec une très bonne gestion du compostage, arrivent à gérer des déchets carnés aussi dans leur composteur. Mais après, si vous avez des problématiques de rongeurs, etc., je comprends que vous n'hésitez pas. Mais dans la suite de la précédente question, là, moi je m'interroge parce qu'effectivement, tous les 15 jours, moi ma poubelle de déchets résiduels, j'en ai tous les mois. Alors, évidemment, elle sera un petit peu élevée, parce qu'on en parle, c'est pas plus grave. Par contre, je m'interroge pourquoi est-ce que je trouve compliqué de transporter les emballages et de les mettre quasiment un par un dans les masses, là, parce que l'ouverture est très petite. Je peux comprendre, parce que j'imagine que c'est plus grand, puis certains mettraient n'importe quoi dedans. Mais moi, j'aimerais mieux qu'on ramasse les emballages, où là j'en ai beaucoup, et que je porte mes déchets résiduels dans un container, parce que là j'en ai très peu. Vous avez votre schéma tout à l'heure sur la poubelle, on voit bien que le bas de la poubelle, là, en général au niveau national, il est relativement faible par rapport au reste. Et en faisant bien le tri, je pense qu'on fait relativement bien le tri, même si on peut toujours progresser. On a très peu de déchets résiduels. Donc je ne vois pas l'intérêt de les faire ramasser. Enfin, vous l'avez dit vous-même, la moitié des poubelles, enfin, les poubelles sont à moitié pleines ou à moitié vides. Moi, la mienne, elle est aux 2 tiers vide quand je la mets. Et au bout d'un mois, je suis obligé de la mettre. Donc si vous voulez, voilà, moi j'aimerais mieux qu'on ramasse les emballages. Et puis vous avez évoqué la question de la taxe sur les ordures ménagères, on va y revenir. Je trouve effectivement que la base, est-ce qu'il est envisagé un autre système? Parce que là, je trouve pas ça très cohérent. La question que vous posez, monsieur, c'est pourquoi Dinan Agglomération a retenu le principe de collecte des matières recyclables en point d'apport volontaire. C'est ça la question. Donc la question, c'est que je trouve ça dissuasif de devoir aller les porter et les mettre un par un dans un conteneur, puisque l'ouverture est très faible. Il y a des endroits où on les met dans des sacs, les sacs sont ramassés, et d'autres villes. Et donc je pense que si on veut progresser, il faut faciliter le ramassage de ces déchets recyclables.
J'entends votre point de vue, avec toute sa légitimité. Ce n'est pas le choix qu'a fait l'agglomération sur ce schéma de collecte, partant du principe par ailleurs que bon nombre de secteurs de dino-agglomération qui fonctionnent en point d'apport volontaire depuis des années, globalement ça fonctionne très bien. Ceci dit, dans la présentation que j'ai faite, je l'ai dit et je le redis, effectivement dans les efforts que nous avons à faire collectivement, c'est l'augmentation en quantité des matières recyclables, les sortir de nos bacs ordures ménagères pour que, effectivement, ces déchets qui sont aujourd'hui en partie sur nos bacs ordures ménagères aillent sur des points d'apport volontaire de matières recyclables parce qu'elles font partie des économies générales et de valorisation matière. Suite à ce que vous venez de dire, comment est-ce qu'il est possible de sensibiliser les personnes justement à bien faire le tri et du coup à bien emmener tout ça là où ça doit être emmené plutôt que de les laisser dans les poubelles, parce que c'est bien là qu'est le problème. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire des communications via les mairies, enfin, je ne sais pas, mais de sensibiliser d'une manière ou d'une autre avec une communication de manière vraiment à impacter la population, quoi. Oui, alors la communication via les communes, elle a été faite, alors surtout au moment, il n'y a pas si longtemps que ça, où on a étendu les consignes de tri. On a fait l'extension des consignes de tri, donc c'est-à-dire que tous les plastiques maintenant vont au tri. Les copiaux, etc. Et à ce moment-là, en fait, on avait fait une grosse campagne de communication avec des flyers qui, je crois, avaient été diffusés dans chaque boîte aux lettres, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, après, on a toujours du matériel, on a toujours des flyers qu'on distribue lors de tous nos événements. On en distribue aussi des communes en ont, je pense, dans la plupart des communes. C'est possible d'en avoir pour les communes. Et puis après, il y a tout le travail de sensibilisation que l'on fait aussi, avec une chargée de sensibilisation à la prévention et au tri qui intervient dans les écoles, qui intervient aussi lors d'événements. Mais voilà, ça reste compliqué de sensibiliser tout le monde, effectivement. Par rapport à la question que vous posez, il y a aussi une autre manière de répondre. Toute la partie communication, le fait que l'information des ménages soit la plus complète possible. Sachez également une chose, c'est qu'au niveau de dino-agglomération, dans le cadre de la refonte de la politique déchets, il y a une autre partie du dossier qui est en cours d'étude, c'est la modification de la fiscalité. Je disais tout à l'heure que la fiscalité sur les déchets, elle est appliquée par le biais d'une taxe dans les ventes des ordures ménagères. Aujourd'hui, dino-agglomération réfléchit également sur la forme d'une tarification incitative. La tarification incitative, c'est quoi? Soit c'est une tome incitative, soit c'est une redevance incitative. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf qu'une tarification incitative, pour faire simple, c'est une part fixe, c'est-à-dire que c'est un certain nombre de passages, je vais dire par exemple 12 passages, 18 passages par an, qui est la part fixe, et au-delà du nombre de passages, c'est-à-dire de présentation de votre bac individuel pour qu'il soit ramassé par la collectivité, au-delà, c'est un coût supplémentaire pour le ménage. Il se trouve qu'aujourd'hui, quand on fait la comparaison des ratios d'ordures ménagères avec des collectivités qui sont proches de nous, dans les chiffres qui vous ont été donnés, ordures ménagères résiduelles, nous sommes à un peu plus de 200 kg par habitant et par an. Si je prends je pense notamment le secteur sud, qui est le SMICTOM centre-ouest, ils sont aujourd'hui à 100 kg par habitant et par an. Ils sont en tarification incitative. Les ménages ont compris qu'effectivement, l'effort rapportait. Maintenant, si je vais jusqu'au bout du raisonnement, parce que j'aime bien que les choses soient claires, il y a des décennies, en matière de déchets, le message était le suivant: triez plus, vous paierez moins. Ça n'est pas vrai, ça n'a jamais été vrai et ça ne le sera jamais.
Aujourd'hui, on voit bien que dans la gestion des coûts, je disais tout à l'heure, le coût de traitement, 55%, le coût de collecte, un tiers, puis le reste, c'est des coûts de structure. Le coût de traitement va continuer à augmenter. Je ne l'ai pas développé, mais je vais le faire, sur la partie gestion des déchets au niveau industriel. Nous subissons tous collectivement deux fiscalités. Une fiscalité qu'on appelle la taxe générale sur les activités polluantes, tout ce qui part en incinération. En l'espace de 5 ans, le coût à la tonne a été multiplié par 5. Et encore avec une unité de valorisation énergétique qui est très performante. Sur la partie enfouissement, de la même manière, entre 2000 et 2025, le coût aura été multiplié par 5. On est passé de 13 ou 14 euros à 65 euros la tonne. Je ne vous fais pas de dessin. Et au-delà de 2025, je vous laisse deviner comment, en termes environnementaux, les déchets seront traités avec une approche européenne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a un challenge à relever, collectivement, au niveau, je dirais, des collectivités, des ménages, mais également de la réglementation, c'est de s'attendre à ce que la fiscalité appliquée aux déchets va se durcir. C'est-à-dire que l'enjeu pour nous, individuellement mais collectivement, c'est réellement de réduire nos déchets. De réduire nos déchets au niveau notamment des ordures ménagères résiduelles. On va être obligé d'arrêter l'enfouissement et toutes les matières recyclables doivent faire l'objet d'une valorisation. Je me permets de le dire comme ça. Ça veut dire que dans la tarification incitative, les ménages qui font un effort, ils essayent de gérer le mieux possible le coût qu'ils vont réellement payer, et pour les ménages qui ne font aucun effort, ils vont payer le juste prix. Je le dis de manière très claire parce que je ne vois pas comment je peux le dire autrement, mais une partie de la question que vous posez, madame, c'est au travers de cette partie-là. Ça marche, ça? Oui, ça marche. Moi, je suis frappée de la façon dont vous répondez aux questions concrètes. On a parlé de la sensibilisation, etc. Bon, ce que vous décidez, c'est une chose, mais les besoins des gens, c'est la vraie partie de là. Donc, quand vous avez quelqu'un qui vous dit effectivement un ramassage de tous les emballages, c'est un gros problème ces emballages, parce que c'est vrai que c'est énorme, et que si on en met une partie dans les poubelles normales, c'est parce que justement c'est compliqué d'aller tout le temps porter ces emballages dans des endroits qui ne sont pas toujours pratiques. Et ça fait partie, si vous voulez, de réflexion. C'est pas seulement quelque chose qui vient d'en haut en disant on a décidé autrement. Il faudrait quand même partir aussi. La même chose pour cette poubelle qui est pleine de verre parce qu'on attend trop longtemps. Bon, ça m'est arrivé aussi. Moi, j'ai pas de composteur parce que j'ai pas la place de le mettre. Je suis dans une cour, il n'y a pas de terre, donc voilà. On n'est pas tous égaux devant ces problèmes-là. Il faut quand même partir, avant de dire on a décidé que, ce serait quand même plus intéressant de dire votre problème, on pourrait le prendre en compte, et ça permettrait d'améliorer les choses aussi de ce côté-là, sans être uniquement dans la punition. Je ne sais pas comment vous répondre, madame, sauf très franchement. J'ai été invité par votre association. Je viens avec plaisir, mais je ne me vois pas répondre en dehors du sujet. Je ne suis pas là pour vous être agréable. Aujourd'hui, la gestion des déchets, qui est une compétence de la collectivité d'agglomération, fonctionne avec un certain nombre de contraintes qui sont imposées par la collectivité. Et aujourd'hui, on voit bien que les questions que vous posez, qui sont des questions liées au mode de fonctionnement, au coût, et le coût, on l'a relativement peu abordé, mais on voit bien que le coût de gestion des déchets qui est appliqué au ménage, c'est-à-dire à l'ensemble de nous-mêmes, ça ne fait qu'augmenter. Et la question, elle est simple. Comment fait-on pour maîtriser les coûts? La collectivité, elle s'emploie à mettre en place des mesures pour limiter les coûts, et les mesures qui sont mises en place, au travers des différents points qui ont pu être évoqués, sont des contraintes et seront des contraintes. Moi, je ne sais pas comment je peux vous répondre autrement que de dire oui, il faut que la collectivité fasse des efforts et propose des mesures pour gérer ou essayer de maîtriser les coûts tout en rendant un service acceptable pour les ménages. S'il vous plaît. Donc ça veut dire des personnes handicapées, vieillissantes, pas de moyens de solution, comment? Elles sont super taxées.
Si j'ai bien compris la question, madame, c'est comment fonctionne la gestion des déchets pour les personnes à mobilité réduite? C'est une question qui est récurrente. Comment on fait pour les personnes âgées? Comment on fait pour les personnes handicapées? Alors je vais être un peu trivial, mais les déchets qui arrivent, que les personnes que l'on produit tout à chacun, avant ils ont une autre fonction, ils ont protégé un produit pour l'amener du magasin à la maison. Une fois qu'on a consommé le produit, effectivement on a un emballage ou on a un déchet. Il faut se poser la question, ce déchet il est venu avec le produit, il est bien arrivé à la maison. Alors pourquoi les personnes qui arrivent à aller chercher, enfin qui vont faire leurs courses et tout, pourquoi on n'arriverait pas à emmener les déchets dans les points de recyclage, etc. Il faut se poser la question, le déchet il est bien arrivé à la maison. Alors c'est méchant ce que je dis un petit peu, enfin c'est dur, mais ça n'empêche que, voilà, parce que c'est la problématique de toutes les collectivités, c'est qu'effectivement, j'entends bien la réponse, la question de monsieur au fond de la salle, pourquoi on ne collecte pas en porte-à-porte les déchets, les emballages ménagers, plutôt que les ordures ménagères. Bon, ça c'est un choix qui a été fait par les 65 communes. Il y a des choix qui ont été faits par la collectivité. Ils sont au plus près des problématiques des habitants, mais effectivement, malheureusement, on ne répond pas toujours à la problématique des personnes. Il faut quand même se poser la question, les produits ne sont pas arrivés tout seuls à la maison, donc s'ils sont arrivés d'une certaine façon, peut-être qu'ils peuvent repartir de la même façon. Ça peut être des aidants, ça peut être des personnes qui viennent vous apporter vos produits, et du coup, ils peuvent repartir avec les déchets également. Pas embaucher une personne senior entière parce que c'est plutôt trop cher, ça fait aussi un travail en plus pour les aidants. Oui, non, mais c'est vrai que c'est un problème. Non, mais le problème, c'est compliqué, je l'entends bien, mais la réponse qui peut être faite, c'est que la personne, quand elle va faire les courses, elle peut emmener les emballages, souvent il y a des points de recyclage, par exemple, qui ne sont pas très loin des grandes surfaces, on peut aller les déposer en même temps. C'est pas non plus une perte de temps phénoménale, et ça permet de répondre aux besoins de la personne qui elle, ne peut pas se déplacer, qu'elle soit handicapée ou qu'elle soit âgée. On a même le droit de les laisser à la grande surface, les déchets. Pour les sensibiliser sur tous les emballages et voilà, que ça leur revienne à eux aussi. On a le droit. Je voulais simplement compléter à Saint-Jacques, au Bourgade, il y a pas mal de chance parce que malgré tout, il y a des systèmes d'aide, d'entraide ou de solidarité qui peuvent être demandés, agités, et je pense effectivement que ça peut être aussi une solution dans le temps. Alors je ne vous fais qu'engager moi là-dessus, parce que ça c'est même pas une association que j'engage, mais je pense qu'on est en capacité de trouver des solutions solidaires qui permettraient effectivement de dépasser un peu les craintes immédiates, je dirais, ou ce qu'on peut estimer comme un changement. Alors qu'en fait, moi je me suis sur une chose, il faut se méfier de l'idée du changement. Il n'y a rien qui change, il y a une réalité dans laquelle on est et il faut qu'on apprenne à gérer un peu autrement. D'autres questions? En tant que particulier, est-ce qu'on a encore le droit de porter nos déchets verts en déchetterie au 1er janvier? Parce qu'il y a eu des bruits qui courent, donc je demande la version officielle. Madame, j'essaye de répondre au bruit. J'ai précisé tout à l'heure que la décision a été prise par Dinan Agglomération que les communes n'aillent plus en déchetterie pour la gestion des déchets verts, avec effectivement un certain nombre de mesures d'accompagnement, mais ça ne concerne que les services techniques des communes. Maintenant, si je vais un petit peu plus loin, et je pense que vous avez dû le lire dans la presse comme moi, la ville de Rennes a pris des mesures autour des déchets verts en demandant aux ménages, c'est-à-dire aux ménages de l'agglomération rennaise, de ne plus amener en déchetterie de gazon, enfin de tontes de gazon. Non, mais par exemple. Je parle uniquement des tontes de gazon, et pour une raison technique qui est assez simple, c'est que la gestion des déchets verts au niveau
des branchages, du broyat, représente en fait un matériau qui est relativement cohérent. Par contre, le mélange des déchets verts de type taille de haie, etc., avec de la tonte, ça ne va pas du tout. Pour en avoir discuté avec les élus de Rennes Métropole, cette mesure a été difficilement acceptée par les Rennes. Donc effectivement, les bretelles ont été remontées, ont été retendues. Ça n'a pas été facile, mais les choses vont rentrer avec une forme de compréhension, de manière à ce qu'effectivement, on aille sur de la modification comportementale. Et toute la partie déchets qu'on est en train de traiter ensemble ce soir, je le disais dans le début de mon exposé, on est sur des enjeux de modification comportementale. C'est vrai pour la problématique des déchets verts, c'est vrai pour autre chose. Maintenant, je le précise, la gestion des déchets verts pour les ménages n'est pas à l'ordre du jour et il n'y a aucune limitation d'accès aux déchetteries pour les ménages. Est-ce que les choses sont claires? Mais néanmoins, vous avez pu voir les quantités de déchets verts dans les déchetteries. De mémoire, je crois qu'on est un peu plus de 20 000 tonnes. On est un peu plus de 20 000 tonnes de déchets verts par an. Sur le plan financier, à la louche, comme ça, on est quand même au demi-million. Ça coûte un demi-million. Même si ces déchets verts font l'objet d'une valorisation, notamment agricole, en dépôt, en bout de champ, ça veut dire que cette matière fait l'objet d'une valorisation, donc on est sur un système vertueux, mais c'est quand même un coût qui revient à la collectivité et qui est transposé en fait au ménage sous forme de fiscalité. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non. Alors, on va laisser la parole à Marie qui va nous présenter effectivement une question sur les zéro déchet. Oui, ça va? Alors on a l'habitude de dire, quand on parle de zéro déchet, que le meilleur déchet est celui qu'on ne produit pas. Alors là, c'est plutôt au niveau des déchets recyclables que je vais parler. C'est-à-dire qu'on peut améliorer, vraiment réduire les déchets recyclables, c'est-à-dire tout ce qui est emballage. Nous avons ici, madame, j'ai oublié son nom, de la Petite Terre, par exemple, qui a un magasin qui vend des produits en vrac. De plus en plus, dans les supermarchés, on peut accéder à des produits vendus en vrac. Vous n'avez que des sachets papier. Après, c'est aussi une façon de consommer. Alors ici, les trois quarts des gens que je vois et que je connais sont à la MAP, donc ils sont vraiment déjà sensibilisés à ça parce que voilà, ils prennent leurs légumes sans emballage et local et tout ça. Mais en même temps, on peut par exemple voir avec la charcutière qui est charmante du marché et lui porter son plat pour qu'elle le tare afin d'éviter d'avoir une barquette de choucroute ou un sachet de quelque chose. Je veux dire, ça c'est faisable. On peut aussi utiliser des savons solides à la place des gels douche et tous ces produits qui sont en plastique. Évidemment, l'eau, justement, dans le cadre du défi zéro déchet, on en parle. Mais je pense que chacun, de son côté, dans sa façon de consommer, peut réduire vraiment beaucoup ces déchets. Surtout ces déchets-là qui sont très volumineux, les déchets, les emballages et tout ça. Alors, j'ai des petits bouquins là, que je vais proposer à la bibliothèque, par exemple. Alors, c'est Famille Zéro Déchet, enfin, des fois, tout le monde a plus ou moins on a entendu parler de ça. Il vous explique comment fabriquer votre lessive. Enfin bon, voilà, il y a des tas de choses qu'on peut faire, chacun de son côté, pour réduire les déchets.
si vous avez besoin de conseils, d'informations, au sein de Saint-Jacques Environnement, je me mets la couronne de référente zéro déchet. Moi, je suis d'accord avec vous, ça fait plus de 20 ans que je fais attention à mes déchets et à la façon de consommer pour les produire, mais même comme ça, je suis toujours impressionnée de ce que j'ai comme volume de déchets recyclés chaque semaine. Et je ne sais pas comment on pourrait faire, parce que, par exemple, tout bête, je fais déjà mes desserts, de temps en temps, j'achète des yaourts tout frais, des choses comme ça. Un paquet de yaourts de 4 que ma fille adore, je lui achète régulièrement. Jusqu'à maintenant, ils étaient juste 4 à se tenir compagnie, ça marchait très bien comme ça. Et maintenant, ils sont plus 4, ils sont 2 et 2 avec un carton autour. Et je ne comprends pas comment les industriels, à l'heure d'aujourd'hui, parce que cette modification-là, c'est il y a 2-3 ans, c'est pas vieux, on en parle déjà. Et je ne comprends pas comment des industriels peuvent encore arriver à mettre en place des choses comme ça. Et je voudrais savoir si vous avez s'il y a des actions qu'on peut faire, hormis ne pas consommer, ce qui est assez facile à dire dans l'absolu, mais moins facile à faire dans les faits. Qu'est-ce qui pourrait être fait pour que les industriels comprennent enfin qu'on ne veut plus de leurs emballages? Il y a déjà vous avez les écotaxes, vous avez tous entendu parler il y a quelques années, ça s'appelait éco-emballage, maintenant c'est éco-folio. C'est-à-dire que chaque producteur d'emballage qui met sur le territoire un emballage paye une écotaxe. C'est ce que vous voyez, il y avait une petite flèche, ça ne voulait pas dire que c'était recyclable ou recyclé, ça voulait dire qu'il fallait une digue, etc. Et c'est ce qui revient aux collectivités sous forme de subvention et qui permet de diminuer un petit peu le coût de la collecte. Il faut savoir quand même, il y a eu des efforts de fait de la part des industriels. Les bouteilles d'eau qui étaient en PVC pesaient 40 grammes. Aujourd'hui, elles sont toutes en PET, elles pèsent plus que 10 grammes. Sur une bouteille, 10 grammes, c'est pas beaucoup, mais sur la quantité de bouteilles et les millions de bouteilles qui sont émises sur le territoire, c'est des tonnes de plastique en moins et surtout des camions en moins sur les routes. Il faut savoir qu'une tonne de bouteilles plastique récupérées, c'est 800 kg de pétrole économisé. Donc, alors, il y a par exemple le chocolat Poulain qui avait un emballage à l'époque, ils avaient 3 matériaux. Il y avait du carton, il y avait le couvercle qui était en plastique et le verseur était en métal. Et pour payer un peu moins cher, ils ont fait qu'un seul emballage, un seul matériau, tout en carton. Ça leur a permis de payer un peu moins. Donc il y a des taxes. Alors c'est vrai qu'en France, les taxes ne sont pas très très élevées par rapport à l'Allemagne. À l'Allemagne, ils sont beaucoup plus vertueux parce que les taxes sont beaucoup plus importantes qu'en France. Et c'est ce qui permet au système allemand d'avoir des financements beaucoup plus importants que ce que nous, en collectivité, on peut percevoir. Donc voilà, mais il y a des efforts de fait malgré tout. Et c'est un peu lent. Oui. Mais ça, c'est toujours si vous lumineux. Il y a une autre action, c'est de, quand on fait ses courses, laisser tous les emballages au magasin. Ça existe, hein, c'est ce que je disais tout de suite, on peut laisser des emballages sur place. Moi, vous avez parlé des déchets d'enfouissement, que d'ici 2030, ça doit fortement réduire, enfin, il y a une démarche vraiment d'améliorer ça. Comment ça va pouvoir se faire? Est-ce que vous, par rapport aux enfouissements, aux déchets les centres d'enfouissement, alors c'est vrai que ça a bien évolué, parce qu'avant on appelait ça une décharge. Et je me souviens, parce que j'ai travaillé un petit peu dans les déchets dans une autre vie, et quand je visitais les collectivités du Nord Cotentin, il y avait encore le tracteur avec le cultivateur du quartier, et puis ils prenaient les déchets chez les particuliers, ils mettaient ça dans le fond d'un chemin. Depuis, il y a eu des centres d'enfouissement techniques, on appelle ça, avec des normes beaucoup plus, avec des géomembranes et tout, récupération des lexivia et tout. Mais néanmoins, c'est pas satisfaisant. Donc en 2030, comme le disait Gérard, ça va être terminé. Donc les déchets utiles iront à l'incinération, avec une valorisation énergétique. Et comme le disait Gérard, l'intérêt, c'est que le coût, ça produit de l'électricité. Quand on connaît le coût de l'électricité, c'est une rentabilité quelque part. Mais ça ira. Mais l'objectif, malgré tout, la TGAP, comme ça a été dit, c'est une taxe qui est à la tonne, qui a progressé d'une façon considérable. Cette fameuse taxe, elle va faire que monter. C'est une volonté de l'Europe.
pourquoi c'est une volonté de l'Europe? C'est parce qu'ils veulent qu'il y ait de moins en moins de déchets en incinération et plus du tout à l'enfouissement. Et c'est bien pour ça aussi que les autres systèmes de collecte et de valorisation, qui sont la collecte des déchets, des emballages, la valorisation des déchets verts, restent malgré tout un peu moins chers que le coût de l'incinération. C'est bien pour ça qu'il faut inciter les gens à aller vers ce type de traitement et de tri à la source. Alors, comme je disais déjà, effectivement, à une époque, on disait que ça coûterait moins cher si on faisait du tri. C'était une fausse bonne information. Simplement, ça continue toujours à monter, mais au lieu de monter ici, ça monte un peu moins vite. Parce qu'on a des filières qui coûtent, malgré tout, qui coûtent moins cher que le traitement par le biais de l'incinération. D'autres questions? Bah écoutez, je pense que vous avez tous entendu que Marie, elle a une belle couronne toute jaune qui se voit de loin au-dessus de la tête. Donc si vous voulez des éléments complémentaires sur toutes ces questions-là, vous vous référez à sa couronne. Bonne soirée, merci à tout le monde. Je profite simplement de l'occasion qui m'est donnée pour vous remercier, Laura et moi-même, de nous avoir invités. Traiter des déchets, comme j'ai pu le souligner, il faut aussi dire des choses. Donc ce soir, sans aucune impertinence, on a essayé de dire les choses telles que les questions ont été posées et d'y répondre sans périphrase, mais de manière aussi juste que possible. En tout cas, nous vous remercions collectivement. Merci. Vous pouvez laisser les chaises en place, hein. On va s'en occuper après. Vous laissez les chaises, s'il vous plaît. Vous laissez les chaises, elles vont rester sur place parce qu'il y a un spectacle du théâtre qui se passe samedi. Donc on a compris avec vous pour laisser les chaises en place.